Bonjour à tous, je suis Bonnie Soubise et bienvenue dans cette nouvelle vidéo annuelle sur la généalogie de ton armoire. Ce thème sera partagé en deux vidéos. La première où on parlera de la première partie de la Renaissance, se concentrant sur les règnes de Louis XII et François Ier, et la deuxième sera centrée sur la seconde partie de la Renaissance avec le règne d'Henri III. La Renaissance prend ses racines en Italie et se définit par un courant humaniste qui, je précise, n'a aucun rapport entre une quelconque égalité des droits entre les hommes et les femmes. Ça s'appelle le féminisme. L'humanisme est un mouvement qui place l'homme au centre de l'univers. Rappelons qu'au Moyen-Âge, c'est Dieu qui est au centre de tout. Les corps sont méprisés et les nus sont d'ailleurs interdits dans l'art. On favorise les représentations macabres et les vanités afin de rappeler sa condition mortelle à l'homme, qui est d'ailleurs considéré comme un pécheur de nature. De plus, seuls les hommes d'église étaient capables de lire et étaient donc instruits. Le courant humaniste de la Renaissance se caractérise par une éducation laïque, se concentrant sur l'étude des langues et de la littérature classique. On favorise l'esprit critique, l'intelligence de l'homme est valorisée et l'éducation est encouragée afin que l'homme soit maître de son destin. Ce recentrement de l'homme sur lui-même ne l'éloigne pas de Dieu pour autant. Au contraire, l'homme se sent plus proche de lui. Système de pensée de l'homme à la Renaissance. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu est parfait. Donc si l'homme est à l'image de Dieu, bah l'homme est parfait. Système de pensée de l'homme au Moyen-Âge. Je suis une merde. Pour autant, l'Église est fortement critiquée par les humanistes. Oui, quand tu sais que l'un des papes à cette époque, Alexandre VI, ou de son vrai nom, Rodrigo Borgia, organisait des orgies au Vatican, tu peux comprendre que l'Église pouvait être légèrement critiquée. L'un des motifs de ces critiques, en dehors des orgies bien sûr, est le trafic des indulgences. Alors pour vous expliquer, les indulgences, c'est le droit que s'octroie l'Église d'alléger ou d'alourdir la peine des damnés au purgatoire par autorité divine. En clair, paye ton curé si tu veux avoir la place aux cieux bien réchauffée. Ou sinon, dit de manière un peu plus élégante par Denise de Johann Tetzel, un moine dominicain allemand, lorsque les pièces se mettent à teinter, les âmes s'éloignent du brasier. Un homme en particulier va s'opposer à l'Église. C'est Martin Luther qui, en 1517, va placarder ses 95 thèses dénonçant ce trafic d'indulgences. C'est le début de la réforme. Mais nous en parlerons un peu plus en détail dans la prochaine vidéo. Les idées de Martin Luther se répandent grâce à l'imprimerie inventée vers 1450 par Gutenberg. C'est le premier moyen de communication de masse de l'histoire. En effet, avant l'imprimerie, un copiste pouvait réaliser 10 à 15 livres au cours de sa vie. Un livre était extrêmement cher, environ le prix d'une ferme, et un livre de parchemin nécessitait l'abattage de tout un troupeau. Sur le plan artistique, un style nouveau se forme à partir du modèle classique, cherchant comme lui un équilibre harmonieux entre idéal et nature. Le statut de l'artiste change. D'artisan, il devient artiste, pleinement reconnu comme créatif, il signe désormais ses œuvres. Les artistes disposent également de mécènes comme la célèbre famille des Médicis ou encore le pape Jules II qui commandera à Michel-Ange, alors âgé de 33 ans, des fresques pour décorer la chapelle Sixtine. Il refusera une première fois car il se juge sculpteur et non peintre et il ne pense pas avoir le talent suffisant. Alors toi qui es derrière ton écran et qui te sens parfois illégitime, prends donc un instant pour penser au fait que l'un des plus grands peintres de la Renaissance a lui aussi souffert du syndrome de l'imposteur. À la Renaissance, le corps de l'homme est valorisé autant que son esprit. L'anatomie se développe et Donatello réalisera la première statue d'un homme nu depuis l'Antiquité. On étudie le mouvement pour réaliser des postures réalistes et la position en contrapposto avec le hanchement tenu sur une jambe est d'ailleurs caractéristique de la Renaissance. Petite anecdote sympa, l'anatomie qui se répand de plus en plus donnera d'ailleurs lieu à des trafics de cadavres pour les artistes qui pratiquaient la dissection. Oui, le trafic de cadavres, moi je trouve ça plutôt sympa comme anecdote. Les artisans de Murano perfectionnent aussi le miroir en verre, donnant un reflet beaucoup moins déformé. L'homme acquiert une nouvelle conscience de soi et les artistes réalisent des autoportraits. D'un point de vue architecture, Florence est la ville type de la Renaissance, avec la cathédrale Santa Maria del Fiore, oui je suis forcée de le dire avec l'accent italien, et sa coupole à double coque autoportante de 45 mètres de diamètre, le dôme devient un symbole de pouvoir. La symétrie est glorifiée et la perspective, les progrès en géométrie et mathématiques marquent une réelle avancée dans le domaine artistique et architectural. En dehors de l'imprimerie, l'horloge astronomique est également inventée. On mesure l'orbite des planètes, on sait que la Terre est ronde mais pas qu'elle est en mouvement. On suit encore les écrits de Ptolémée selon laquelle elle est le centre du système solaire. Mais vers 1540, Nicolas Copernic, un humaniste, médecin, mathématicien, docteur en droit, économiste et astronome, avance la thèse de l'héliocentrisme. Mais les travaux de Copernic vont à l'encontre des préceptes de l'Église.
En effet, selon la Bible, c'est le soleil qui tourne autour de la Terre, et par peur d'être ridiculisé, il ne publiera jamais ses travaux. Il faudra attendre le XVIIe siècle pour que ses travaux soient confirmés par les observations de Galilée, mais encore une fois, l'Église ira à l'encontre de cette découverte. La Renaissance est aussi une période où l'homme cherche à repousser les limites du possible. Les navigateurs veulent aller de plus en plus loin et on découvre de nouvelles voies commerciales. Les épices sont ramenées par la mer en grande quantité et non plus par voie de terre par les Vénitiens. C'est la fin du monopole de Venise. Le Portugal et l'Espagne deviennent de grandes nations marchandes. Christophe Colomb découvre l'Amérique en 1492, mais restera persuadé jusqu'à la fin de sa vie d'avoir atteint le continent asiatique. Cependant, cette découverte aura des répercussions désastreuses sur la vie des indigènes qui seront décimés par les maladies importées par les navigateurs européens. On parle en millions de victimes. Alors il y a ça, et aussi la barbarie inouïe des conquistadors envers les Amérindiens décrite par Bartolomé de Las Casas. Car en effet, la population indigène baisse à vue d'œil. On estime qu'Hispaniola était peuplée de près d'1 million d'indigènes à l'arrivée des conquistadors en 1492. Ils ne sont plus que 16 000 en 1516. Pour ce qui est du statut de la femme, si l'homme se recentre sur lui-même et fait la paix avec son corps, on parle bien sûr de l'homme au masculin. Car pour ce qui est de la femme, c'est une toute autre histoire. En effet, avec cet engouement pour l'Antiquité, réapparaît en même temps le droit romain, qui prive les femmes du peu de droits dont elles disposaient au Moyen-Âge. Et qu'en est-il du costume? Dès le sacre du roi Louis XII, revenu alors d'Italie, le costume s'inspire des modes de la Renaissance italienne. Le costume masculin qui s'est profondément raccourci et rapproché du corps au cours du Moyen-Âge prend maintenant pour sa partie inférieure une allure plus élégante et fantaisiste. Les hommes portent des choses collantes qui se portent comme des collants actuels. Par-dessus, ils enfilent des hauts de choses, sorte de caleçons ou culottes hautes, boutonnées et près du corps. Elles recouvrent la partie supérieure des choses collantes. Ces hauts de choses s'attachent au pourpoint par des aiguillettes qui sont des petits cordons ferrés aux deux extrémités. Le pourpoint est une veste boutonnée sur le milieu devant. Les hauts de choses se fermaient par un pan mobile appelé braguette ou braguette. Ah, la braguette, probablement l'un des éléments du vêtement le plus what the fuck de toute l'histoire du costume. La braguette est une pièce d'étoffe que l'on rembourre encore une fois pour symboliser la virilité masculine. Les hommes portaient aussi des tuniques longues appelées paletots ou jaquettes dont la taille variait selon l'âge et le rang de celui qui la portait. Pour ce qui est des chaussures, on portait les escaffignons, des chaussures à bout carré appelées aussi chaussures en pattes d'ours. Les gentilshommes portaient aussi un manteau qui présentait deux formes principales. L'une courte tombant au genou avec une allure flottante et très ouverte, l'autre longue, décolletée et bordée de fourrure. Les manches étaient fendues au milieu pour passer les bras et laisser pendre les extrémités. Cependant, une autre tendance qui touche le costume masculin s'implante fortement à la cour française, celle de la mode germanique qui, d'après les chroniqueurs de l'époque, fut initiée par les lansquenets suisses. En effet, soutenus par Louis XI lors de la bataille de Grandson contre Charles le Téméraire et le duc de Bourgogne, leurs vêtements étaient alors troués et déchirés. Ils les rapiécèrent avec les couteaux tissus, soit damas et brocart, arrachés à leur adversaire vaincu. Copiée par les mercenaires allemands, la mode des crevés se répandit à la cour de France par le biais de la famille de Guise, originaire en partie d'Allemagne. Cette tendance, un peu moins en vogue chez les femmes, s'applique en effet plus facilement sur les braies et les choses que sur les jupes. Les femmes sont d'ailleurs à cette époque vêtues plus sobrement que les hommes. Et on constate aussi dans le costume féminin deux courants différents, celui des modes italiennes et celui de la tradition française. Cette dernière est la favorite d'Anne de Bretagne, épouse de Louis XII, et s'oppose fortement à la mode italienne. La mode italienne possède une taille haute à la mode antique, et sa particularité réside dans ses manches qui sont le plus souvent amovibles. La manche brassard est ainsi composée de deux parties, la manchette, couvrant l'avant-bras, et le mancheron partant de l'épaule. Le tout est relié par des aiguillettes et est très ajusté pour laisser bouffer la chemise qui se trouve en dessous. D'autres manches plus volumineuses sont également portées. Somptueusement décorées, elles traduisent un retour à une silhouette plus ample et cérémonieuse, conséquence de la prospérité des cités marchandes. La robe à la française est quant à elle la poursuite de la robe du Moyen-Âge. Les manches sont amples et possèdent des parements de fourrure. Les jupes, quant à elles très longues et traînantes à l'arrière, se relèvent grâce à un crochet appelé troussoir. Comme au XVe siècle, les femmes de la cour portent le surcot ouvert avec un plastron et bordure d'hermine. La coiffure des Françaises est simple et se limite à un béguin de soie blanche sur lequel repose un chaperon noir tombant sur la nuque. Alors que les Italiennes les portent quant à elles tressées, enrubannées, ornées de bijoux, perles et rubans. C'est sous le règne de François Ier que de véritables changements dans les mentalités apparaissent.
Ces changements sont dus aux nombreuses guerres qu'il y aura entre la France et l'Italie. Ainsi, inspiré par l'Italie, François Ier continuera le mécénat initié par Louis XII et installera poètes et peintres à sa cour, comme le très célèbre Léonard de Vinci. Ainsi, artistes italiens et français se côtoient à la cour sous la direction des peintres Rosso Fiorentino et Francesco Primaticcio, dit le primatis, un art de cour fameux dans toute l'Europe et à l'origine d'une évolution profonde des arts décoratifs, c'est l'école de Fontainebleau. La France enrichie va devenir un terrain propice aux créations diverses, et le costume va en saisir toutes les subtilités et le raffinement. François Ier étant également très proche du pape Léon X, la religion aura également un fort impact sur le costume. Le pourpoint, élément de costume encore à la mode, subit néanmoins quelques modifications. Décolleté, il laisse apparaître en dessous une chemise plissée, ébauche de ce que sera la fraise. L'aspect militaire, quoique très présent, se laisse recouvrir d'appliques de tissu et de crevés en ellipse à travers lequel transparaissent des tissus d'étoffes et de couleurs différentes. Les manches tailladées sont très ajustées au niveau du poignet. Par-dessus se porte la chamarre, une veste longue aux manches très rembourrées et bordée de fourrure. Les hommes portent également une tunique appelée lacet. Elle est longue jusqu'aux genoux et composée d'une jupe à tuyaux, parfois ouverte sur le devant, laissant apparaître la fameuse braguette. La virilité de l'homme ainsi érigée, symbole de vitalité et de puissance, la braguette deviendra au fil des années un véritable objet d'orfèvrerie. L'autrice et journaliste Colette Gouillon écrit d'ailleurs à ce sujet que cette poche servait également à y loger, auprès de ses attributs, mouchoirs, pièces de monnaie et même parfois des fruits pour les servir bien tièdes à sa dame. En vrai, ça passe, hein. Ouais, c'est quand même moins pratique. Les tissus alors à la mode sont le velours, le satin et le drap tissé de fil d'or. Les hauts de choses sont à crever et en tonnelet lorsqu'ils moulent les cuisses jusqu'aux genoux. Les bas de choses sont collants et rattachés aux vêtements du dessus par des jarretières. Chez la femme, le costume est révolutionné sous le règne de François Ier. Clairement structurée et rigide, la silhouette féminine est à cette époque subordonnée à un accessoire fondamental, la vertugade. À l'origine, la vertugade ou vertugale est un jupon de forme conique, baleiné ou structuré à l'aide d'arceaux de bois ou de métal. La vertugade gagne toute l'Europe au détriment de la mode germanique qui s'efface pour laisser s'épanouir la mode espagnole, d'où la vertugade tient son origine. On porte aussi le corps piqué, élément de costume ressemblant à ce qu'on désigne depuis le 19e siècle comme le corset. Le corps piqué était maintenu à la poitrine à l'aide d'un busque. Pièce de bois rendant le vêtement très inconfortable, mais reflétant la rigueur souhaitée et probablement plus prononcée que dans le costume masculin. Le busque pouvait être fait de nacre ou d'ivoire gravé, voire d'acier ou d'argent. Il était en grande partie recouvert par la basquine, sorte de corsage sans manches qui permet la jointure entre le corps et la jupe. La robe du dessus est largement décolletée en carré et s'ouvre sur le devant en triangle, laissant ainsi apparaître la cotte. Les manches de la cotte pouvaient être tailladées depuis le poignet jusqu'à l'épaule, laissant ainsi apparaître la chemise en travers. En effet, la chemise est un élément essentiel du costume à cette époque, autant chez l'homme que pour la femme. Cette pièce, généralement faite en lin, est lavable et s'interpose entre la peau et les vêtements du dessus qui, eux, ne sont jamais nettoyés. Sa couleur blanche, symbole de pureté, contraste avec la couleur noire portée par les protestants, mettant en valeur la pâleur du teint. Pour ce qui est des codes de beauté, le corps piqué et le vertugadin confèrent au corps de la femme une silhouette en forme de sablier, conforme aux recommandations des traités sur la beauté féminine. Pour les hommes, les superpositions de vêtements volumineux accentuent cette carrure aux immenses épaules, torse large, braguettes proéminentes et cuisses mises en valeur. Bref, en ce début de Renaissance, l'homme se veut viril. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la première partie de la Renaissance. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à partager. Si vous voulez laisser vos impressions dans les commentaires, je serai également heureuse de discuter de tout ça avec vous. Et je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo sur la seconde partie de la Renaissance. Bye!